Chapitre 1. Crime parmi les échos de la salle. La salle de musique de l'hôtel Chavigny avait quelque chose d'un mausolée. D'épais tapis qui absorbent les pas, des rideaux épais comme des manteaux de velours sur d'anciens secrets, et des murs qui semblaient retenir dans leurs crevasses les soupirs des générations passées. C'était une salle construite non seulement pour résonner avec les notes du piano et des violons, mais aussi, comme le disait la rumeur dans le service, pour écouter. Cette nuit-là, le comte Armand de Chavigny est retrouvé mort dans son fauteuil préféré, un verre de cognac intact sur la table à côté de lui et un vieux gramophone faisant tourner dans une boucle sinistre la valse inachevée. Le cœur attend. Il a été retrouvé par sa nièce, mademoiselle Gisèle, alors qu'elle descendait chercher une partition oubliée. Son cri attira les autres habitants de la maison, le pianiste invité, Léopold Arbin, la gouvernante anglaise Miss Dorrington, le majordome Lucien et le jeune médecin Rémy Borel, tous présents ce week-end pour l'anniversaire du comte. La police locale est immédiatement appelée et l'inspecteur Lebrun, un homme à la moustache fine et à la patience encore plus étroite, arrive rapidement, mais s'empresse de déclarer « Crise cardiaque fulminante. Le corps ne montre aucun signe de lutte. La coupe n'a pas été touchée et le comte avait des antécédents de maladie cardiaque. Une affaire classée. » Mais Gisèle n'était pas convaincue. Ni madame Claudine, la gouvernante, qui, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure, murmura aux oreilles de la jeune femme, « Mademoiselle, ce soir-là, quelqu'un a parlé depuis le mur. » Quelques jours plus tard, dans la même pièce, toujours silencieuse, les rideaux fermés comme si la pièce pleurait son propriétaire, arriva un homme de taille modeste, costume impeccable, chaussures brillantes et moustache majestueuse. Monsieur Hercule Poirot. Il fut reçu avec des gestes maladroits par l'inspecteur Lebrun, dont l'autorité tremblait comme de la gelée en présence du détective belge. « Je suis venu à l'invitation expresse de mademoiselle de Chavigny », annonça Poirot d'un ton ferme, mais pas arrogant. « On m'a parlé d'un mur qui écoute. » Naturellement, j'ai dû venir l'entendre moi-même, l'inspecteur bouffon. Une mort naturelle. Poirot. Vous verrez, le comte avait 78 ans et souffrait de plus de stress qu'un cœur ne peut en supporter. Justement, mon cher, les cœurs ont leurs secrets, murmura Poirot en laissant son regard parcourir la pièce. Mais les murs ont aussi les leurs. Poirot se pencha sur le verre de cognac, encore intact. Il la renifla brièvement et pinça les lèvres. Un verre attendu et non bu. Et le gramophone. « À notre arrivée, dit Lucien, le majordome, depuis la porte. Et est-ce que quelqu'un d'autre est arrivé après minuit ? Pas à ma connaissance, monsieur. » Poirot arpentait la pièce. Détails. C'étaient tous des détails. Un portrait égaré au mur. Un livre sans poussière au milieu d'une étagère poussiéreuse. Un coussin tombé à côté du canapé. Et la petite fissure dans le mur ouest, presque imperceptible, à moins qu'on ne regarde. Poirot pencha sa loupe sur la fissure. « Inspecteur, quelqu'un pourrait-il cacher un tube creux ici ?» demanda-t-elle à voix basse, presque distraite. « Un tube ? Pourquoi diable ? Pour entendre. Ou parler.
Poirot se tourna avec ce sourire plutôt droit et trop précis. « Miss Gisèle a entendu une voix cette nuit-là, et ce n'était pas celui du comte. Mais s'il est mort avec une coupe intacte, de la musique en boucle et aucune tentative d'appel à l'aide, mon ami, alors il n'est pas mort seul. » L'inspecteur pinça les lèvres. « Êtes-vous en train de suggérer qu'il a été assassiné avec des mots? Et pourquoi pas, parfois, le poison le plus mortel est inoculé par l'oreille et non par l'estomac. » Poirot se redressa. « Rassemblez toutes les personnes présentes ce soir-là. Il est temps de les écouter, un par un. » Et tandis que le détective parcourait à nouveau la pièce à pas courts et rythmés, comme s'il dansait une valse avec les secrets des lieux, des questions surgissaient déjà dans son esprit. Car un homme qui meurt avec un verre intact à la main, en écoutant son morceau préféré sans l'interrompre, ne meurt pas par accident. Et parce que certains murs, oui, savent écouter. Chapitre 2. Des échos dans la voix de chacun. La bibliothèque de l'hôtel Chavigny avait été improvisée en salle d'entretien. C'était une pièce sévère, avec des étagères de chêne qui s'élevaient comme des témoins muets au plafond, et une pendule dont la mécanique semblait marquer non les heures, mais les vérités qui tombaient durement. Hercule Poirot était assis dans un fauteuil bas, parfaitement centré, devant la cheminée éteinte, tel un juge serein dans une salle d'audience sans banc. L'inspecteur Lebrun, les bras croisés, se tenait à l'écart, visiblement mal à l'aise dans son rôle d'observateur secondaire. « Commençons, s'il vous plaît, » dit Poirot, ajustant l'angle de son mouchoir de poche avec une précision qui semblait inutile. Jusqu'à ce qu'on se rende compte que pour lui, rien ne l'était. Mademoiselle Gisèle de Chavigny entra la première. Elle était au début de la trentaine, avec des yeux sombres et une voix sereine, bien qu'enveloppée d'un subtil brouillard de fatigue. « Je ne pense pas que ce soit une crise cardiaque, » a-t-elle déclaré, après s'être assise en face de Poirot. Mon oncle était de bonne humeur. Il a même porté un toast à tout le monde au dîner. Puis il se retira seul dans le salon, comme il le faisait habituellement. Mais quelque chose était différent. Il y avait de la tension dans l'atmosphère. Et je pourrais jurer qu'en descendant les escaliers, j'ai entendu sa voix, répondant à quelqu'un. Poirot pencha la tête. La porte du salon était-elle ouverte? Entr'ouvert. Assez pour que la musique du gramophone puisse être entendue, mais personne n'était visible en entrant. Qu'a-t-il dit exactement? Je ne suis pas sûr, j'ai seulement réussi à entendre. Je n'ai jamais pensé que tu... Puis le silence. Je pensais qu'il parlait tout seul, mais... Merci, mademoiselle. Cela a été très clair. Vint ensuite Léopold Harbin, le pianiste invité. Jeune, avec un sourire vif et des doigts qui semblaient ne pas savoir rester en place. Il était arrivé invité par le comte pour offrir un récital intime. Le comte était un homme complexe, dit-il en caressant du doigt le bord de son chapeau. Je me suis senti honoré par son invitation, mais il y avait quelque chose d'étrange dans la maison. La tension était perceptible, les regards se croisaient. Il s'est disputé avec le docteur Borel après le dîner. À propos de quoi? Je ne sais pas exactement. J'ai entendu des phrases simples, quelque chose à propos d'une lettre. Et puis, silence. Il me semblait que le médecin était parti furieux. Poirot le regarda pendant un moment. « Étiez-vous dans votre chambre toute la nuit? »« Ouais. »« Pratiquant. Le piano est dans l'aile nord. Je n'ai rien entendu à part la valse qui jouait dans
Le salon. Même si, je dois l'avouer, ce disque tourne même quand il n'y a personne. Miss Dorrington était la troisième, anglaise, avec une expression imperturbable et les mains fermement jointes sur ses genoux. Sa présence avait quelque chose de pierre ancienne, immobile, mais érodée par les années. « Ce n'est pas à moi de donner une opinion », a-t-il déclaré. « J'ai été engagé pour enseigner aux enfants de la famille seulement lorsqu'ils vivaient encore ici. Je suis resté à cause de l'estime du comte. Mais ces derniers temps, il semblait méfiant. Il a écrit des lettres qu'il a ensuite déchirées. Parfois, il murmurait devant la cheminée les choses, tranquillement. Poirot se pencha légèrement en avant. Quel genre de choses? Phrases incomplètes. Ils ne le sauront jamais. Cette foutue pièce. Et un nom. Mathilde. Poirot ne réagit pas, mais sa moustache parut légèrement se relever. « Merci, mademoiselle. » Lucien, le majordome, était le quatrième. Avec une silhouette mince et un visage pointu, son ton était mesuré et ses réponses étaient exactes. Mais pas mécaniquement. Ils avaient la cadence de quelqu'un qui a été entraîné à observer sans intervenir. Le comte ne faisait plus confiance à presque personne, dit-il. Il m'a demandé de changer la serrure du salon il y a 2 semaines. Seulement, il avait une clé. Personne d'autre n'était censé entrer lorsqu'il s'enfermait pour écouter de la musique. Et tu l'as changé? Bien sûr, personnellement. Et cette nuit-là, je l'ai vu pour la dernière fois à 11 heures. Il m'a demandé de lui laisser un verre de cognac et de ne pas être dérangé. Poirot hocha la tête sans commentaire et laissa le silence s'installer comme une couche de poussière. Lucien baissa les yeux et recula sans faire de bruit. Le dernier était le jeune médecin Rémy Borel, nerveux, le col de sa chemise tordu et ses doigts tambourinant sans rythme sur sa cuisse. « Avez-vous discuté avec le comte cette nuit-là » lui demanda Poirot sans détour. « C'était une conversation animée. »« Oui. » Mais rien de grave, un désaccord sur une question personnelle. Une lettre, Borel cligna des yeux. « Je ne vois pas ce que tu veux dire. Étiez-vous dans votre chambre toute la nuit ?»« Ouais, j'ai mal dormi, mais je ne suis pas sorti. » Poirot le renvoya en inclinant légèrement la tête. Quand tout le monde se fut retiré, l'horloge à pendule sonna 3 fois. Poirot se leva et se dirigea lentement vers l'étagère, touchant le dos d'un livre sans titre. Puis il dit, plus pour lui-même que pour l'inspecteur, « Il y a une voix que nous n'avons pas encore entendue. Pas celui d'un suspect, mais celui de cette maison. » Lebrun fronça les sourcils. « Êtes-vous sérieux? »« Mais oui, mon ami. Car si ce mur entendait... » Peut-être parlait-il aussi. Poirot regarda vers la fissure dans le mur, comme s'il attendait qu'elle lui réponde. Chapitre 3. Le premier écho des mensonges. Poirot retourna à la salle de musique en fin d'après-midi, lorsque la lumière naturelle traversa les vitraux comme si elle refusait d'entrer du tout. La pièce restait inchangée, et pourtant quelque chose y avait changé. Ou peut-être pas dans la pièce, mais dans la façon dont Poirot commençait à l'entendre. Il s'accroupit devant la fissure du mur ouest et posa soigneusement son oreille. Je ne m'attendais pas à une voix, mais à un souvenir. L'écho d'un fait. Un tube creux, murmura-t-il. Un conduit secret entre les pièces. Presque imperceptible si on ne le cherche pas.
mais si quelqu'un parlait depuis l'autre pièce. Sa voix semblerait provenir du mur lui-même. L'inspecteur Lebrun, qui entra à ce moment-là, renifla d'incrédulité. « Cherchez-vous des fantômes, Poirot ?»« Non, non, mon ami, » dit Poirot en se levant calmement. « Je recherche l'architecture de la tromperie. » Il se tourna vers le centre de la pièce et se dirigea vers le canapé, où il remarqua à nouveau le coussin tombé. Il le ramassa, regarda au dos. Un fil effiloché, à peine visible. Il se pencha pour l'examiner avec sa loupe de voyage. Quelqu'un était là, assis ou caché, très récemment. Et pourquoi se cacher sinon pour écouter ou attendre? Lebrun croisa les bras. La pièce était fermée. Vous l'avez dit vous-même. Seul le comte avait la clé. Oui. Mais, et si quelqu'un entrait avant la fermeture? Poirot resta silencieux un moment. Il se dirigea ensuite directement vers le couloir latéral et monta les escaliers menant à l'aile nord où le jeune Léopold prétendait s'entraîner. Il trouva la chambre du pianiste ouverte. À l'intérieur, un piano droit occupait le centre, avec plusieurs partitions empilées sur le pupitre. Poirot feuilletait les pages avec des gants. L'un d'eux était marqué à l'encre fraîche. Le cœur attend. Le même morceau qui jouait quand ils trouvèrent le décompte. Poirot fronça légèrement les sourcils. Coïncidence? Peut-être. Mais les coïncidences, comme les taches, sur une nappe doivent toujours être examinées à 2 fois. En sortant, il passa devant la chambre de Miss Dorrington. La porte était entr'ouverte. Poirot n'était pas homme à espionner, sauf lorsque l'affaire l'exigeait. Sur le seuil, il remarqua qu'une vieille lettre gisait sur son bureau, à moitié recouverte par un mouchoir. Avec une grande délicatesse, il toucha le papier. Pas par curiosité, mais par instinct. Le peu qu'il parvint à lire suffisait, et même si je pars, ma voix continuera avec toi, chère Mathilde, comme un écho qui ne te laissera jamais en paix. Poirot se redressa. « Mathilde, » murmura-t-il. Encore ce nom. Elle descendit d'un pas agile vers la cuisine, où elle savait qu'elle retrouverait Lucien. « Qui était Mathilde » demanda-t-il sans détour. Lucien sembla hésiter une fraction de seconde. « Une dame du passé du comte. Personne n'a parlé d'elle. On dit que cela a été une grande déception, une trahison personnelle. Et depuis lors, le comte n'a plus jamais pleinement fait confiance à personne. Est-il toujours en vie? Je ne sais pas. Il est parti il y a de nombreuses années. Certains pensent qu'il est mort. D'autres qui ont disparu. » Poirot hocha lentement la tête. « Merci, Lucien. » Il retourna au salon, où il s'accorda un moment d'introspection devant le portrait du comte. Un homme au visage dur, à la moustache épaisse et aux yeux qui, même peints, semblaient garder des secrets. C'est alors qu'il remarqua quelque chose de nouveau. Une petite ombre sous le cadre, comme s'il était légèrement séparé du mur. Poirot s'approcha, l'examina et glissa soigneusement sa main derrière. Ses doigts tombèrent sur une fine enveloppe collée ensemble. Il la extrait. Papier vieilli, scellé à la cire rouge. Il ne l'a pas ouvert. Pas encore. Mais le poids du contenu, plus émotionnel que physique, s'est fait sentir. Il fut interrompu par des pas rapides. Gisèle entra, agitée. « Monsieur Poirot, quelqu'un a forcé la serrure de mon bureau. Ils ont volé quelque chose ?
Une lettre. Celui que j'ai trouvé parmi les affaires du comte le lendemain de sa mort. Je l'ai caché, attendant à décider si je devais le remettre. Mais maintenant c'est parti. Poirot fronça les sourcils. Vous souvenez-vous du contenu? Juste des fragments. Il a parlé de ressentiment et d'une conversation qui devrait rester entre ces murs qui entendaient tout. C'était dérangeant. Poirot a gardé l'enveloppe trouvée derrière le portrait sans la montrer. Mademoiselle, y a-t-il eu une mention directe de l'une des personnes présentes? Pas assez pour accuser qui que ce soit. Mais oui, il y avait une allusion à une présence qui n'était pas annoncée, mais qui arrivait avant tout le monde. Je pensais que c'était une métaphore. Poirot plissa les yeux. Et si ce n'était pas le cas? Le silence entre eux sembla durer plus longtemps qu'il n'aurait dû. Poirot jeta un coup d'œil au gramophone éteint. Le comte vivait parmi les échos. Peut-être que l'un d'eux est revenu avec intention. Et à ce moment-là, sans que rien ne soit encore révélé, quelque chose a changé dans l'atmosphère. Ce n'était pas la certitude de la vérité, mais la conscience que tout le monde dans cette maison portait des masques à peine maintenus ensemble par la coutume. Poirot savait que le moment de les faire tomber n'était pas encore venu, mais cela se rapprochait. Chapitre 4. Le deuxième silence. La nuit tombait comme un épais rideau sur l'hôtel de Chavigny, et le vent murmurait parmi les arbres du parc, comme s'il répétait de vieux aveux. Poirot, cependant, ne dormait pas. Il marcha lentement dans le couloir du deuxième étage, les doigts croisés derrière le dos, son esprit fonctionnant comme une machine silencieuse. Il y avait une phrase qui revenait sans cesse dans sa mémoire. Une présence qui n'a pas été annoncée, mais qui est arrivée avant tout le monde. Une ombre parmi les invités. Quelqu'un qui ne devrait pas être là, ou qui faisait semblant de ne pas être là. Poirot redescendit dans la salle de musique. Là, la lampe allumée sur la table basse et le gramophone toujours silencieux, il s'assit devant le verre de cognac intact. « Une scène, oui, murmura-t-il. Mais par qui? Et pourquoi un détail aussi théâtral? Puis il se souvint de quelque chose. Lors des entretiens, Arbin et la gouvernante Miss Dorrington avaient mentionné la valse. Le chœur attend. Le pianiste l'avait joué. La gouvernante l'avait entendu. Mais comment était-ce possible? Poirot se leva et se dirigea vers le bureau du comte. Avec des gants, il ouvrit un petit meuble à disques où reposaient soigneusement les disques vinyles personnels du défunt. Il n'y avait qu'un seul exemplaire de la valse. Et pourtant, selon Arbin, il avait pratiqué ce morceau dans sa chambre. Poirot fronça les sourcils. Soit il mentait, soit il y avait un autre disque caché. En tout cas, c'était une contradiction trop précise pour être ignorée. Le lendemain matin, il rencontre l'inspecteur Lebrun à la bibliothèque. « Mon ami, je pense que nous devons vérifier l'heure exacte du décès. L'avez-vous établi avec certitude? D'après le coroner, entre 11h et 1h du matin. Plus près de minuit, à cause de la température corporelle. » Poirot hocha lentement la tête. « Nous avons donc une fenêtre de 2 heures.
et plusieurs mouvements suspects pendant cette période. À ce moment, Lucien apparut sur le seuil. « Excusez-moi, messieurs. Miss Dorrington souhaite vous parler, monsieur Poirot. » Immédiatement, Poirot la trouva dans la serre. Parmi les orchidées délicates et un arôme de moisi persistant, la gouvernante l'attendait, l'expression tendue. « Je me suis souvenu de quelque chose, monsieur, » dit-il sans même saluer. « Une conversation que j'ai entendue il y a des semaines. Entre le comte et le jeune Harbin. Le comte lui parlait à voix basse, presque avec ressentiment. Il disait « Le passé ne s'efface pas en jouant du piano, monsieur. Et encore moins lorsqu'une partition est écrite avec du sang. » Poirot pencha la tête. « Et ça ne vous a pas semblé étrange alors ?» J'ai trouvé ça dérangeant, mais je ne voulais pas gêner. Cependant, je pense que cela est pertinent maintenant, sans aucun doute, dit gravement Poirot. Bien plus que vous ne l'imaginez. Il baissa la tête et retourna dans l'aile nord. Cette fois, en entrant dans la chambre de Harbin, il se dirigea directement vers le placard. Là, parmi des vêtements soigneusement suspendus, il trouva ce qu'il cherchait, une boîte à disques privée camouflée dans un compartiment latéral. Il l'ouvrit, et voilà, le cœur attend. Un autre exemplaire. Poirot resta immobile pendant quelques secondes, tenant le disque. Puis il le remit soigneusement à sa place. Donc, Monsieur Harbin voulait nous faire croire que le disque jouait encore. Mais le gramophone ne peut le faire que si quelqu'un le réinitialise. Et le bras était exactement au même point de répétition, trop propre. La scène du crime, plus que jamais, lui semblait construite avec une précision presque théâtrale. Pas comme quelque chose de spontané, mais comme un montage. La valse répétée, la coupe intacte, la chaise, donc, parfaitement centrée, comme si le comte avait été placé là, ou convaincu de rester sur place. De retour dans le couloir, il croisa Gisèle, qui le regardait avec inquiétude. « As-tu découvert quelque chose ?» Poirot lui offrit un léger sourire, sans chaleur, sans chaleur. « J'ai découvert quelque chose de très important, mademoiselle. » Un deuxième silence. « Et quoi ?» Il existe deux types de silence, celle qu'on choisit et celle qu'on impose. Votre oncle, j'en ai bien peur, a été victime de la seconde. Gisèle pâlit légèrement. Et qui l'a imposé ? Poirot ne répondit pas immédiatement. Il regarda par la fenêtre, vers le jardin où le vent remuait les châtaigniers. Je ne sais toujours pas qui, mais je sais comment. Non pas avec du poison, ni avec de la violence, mais avec la peur. Avec la connaissance de quelque chose qui l'a poussé à obéir, Gisèle déglutit. Pensez-vous que mon oncle savait qu'il allait mourir ? Poirot la regarda gravement. Je crois que je m'en doutais, et je pense que je n'étais pas seul quand c'est arrivé. Il s'éloigna d'un bref geste. J'ai besoin de temps. Et un vrai silence. Poirot retourna une fois de plus dans la salle de musique. Il s'assit sur la même chaise où le comte était mort et ferma les yeux. Entendu le craquement du parquet, le léger gémissement des poutres, le murmure du vent, et, comme si l'écho revenait de l'autre côté du mur, une certitude naquit dans sa poitrine. Quelqu'un
avait répété cette mort, et la musique n'était rien d'autre que le rideau. Chapitre 5. Une note qui n'a jamais été jouée. Le lendemain, le ciel se leva couvert d'un gris uniforme qui semblait descendre de la nuit sans demander la permission. Les ombres s'accrochaient au mur comme si elles écoutaient elles aussi. Poirot prit son petit déjeuner seul. Il but son café, lentement, sans sucre, le regard perdu sur la fenêtre de la salle à manger, mais pas sur le paysage. Ses pensées étaient dans le salon, dans le disque répété, dans la fissure du mur et dans la lettre manquante, et sur une note qui n'a jamais été jouée. « Monsieur Arbin !» dit peu après Poirot en entrant dans la pièce où le jeune pianiste ajustait les cordes de son instrument sans se faire connaître. « Puis-je avoir une observation ?» Arbin leva les yeux, quelque peu surpris par cette apparition soudaine. « Bien sûr, s'il ne s'agit pas de mes escales matinales. »« Pas du tout. Il s'agit de la pièce « Le cœur attend ». Vous avez dit que vous l'aviez pratiquée la nuit du crime. Cependant, la seule copie visible du vinyle se trouvait dans le salon. Comment l'as-tu pratiquée ? Arbin cligna des yeux. Eh bien, oui, maintenant que tu le dis, j'ai mon propre exemplaire. Le comte me l'a donné quelques jours auparavant. Il a dit que c'était une ancienne édition. Un geste symbolique, geste curieux, dit Poirot avec un sourire sans humour, pour donner quelque chose qu'il utiliserait plus tard comme fond musical pour mourir. Pensez-vous qu'il y a quelque chose d'étrange là-dedans ? Oh, je ne pense pas. Je sais. Mais je ne peux toujours pas vous dire quoi exactement. Merci, monsieur. Poirot s'éloigna, quittant Arbin avec une expression perplexe. En chemin, il passa devant l'atelier de couture, où Miss Dorrington triait de vieux papiers de famille. Il frappa doucement au chambranle de la porte. « Excusez-moi, mademoiselle. Le nom de Mathilde Devereux vous dit quelque chose ?» La gouvernante cessa de commander et le regarda de côté, tendue. « D'où tu l'as eu ?» Extrait d'une lettre. Et une fissure dans la mémoire du comte. Mathilde était la fiancée d'Armand, dit-il après une pause. Elle l'a quitté quelques semaines avant le mariage. Il ne s'en est jamais remis. Mais ce n'était pas seulement une histoire d'amour. Elle savait des choses, à propos des agissements louches de sa famille, à propos d'une trahison. Il y a eu un scandale. Puis, il a disparu de la carte. Plus personne n'a parlé d'elle. Aurait-il pu revenir ? À peine. Mais, qui sait ? Parfois, le passé a l'habitude de se déguiser. Poirot remercia en inclinant légèrement la tête. Cette histoire, cependant, correspond trop bien au ressentiment contenu dans les mots de la lettre perdue. Il retourne à la bibliothèque où il trouve l'inspecteur Lebrun feuilletant ses notes avec une expression frustrée. Ils ont tous de faibles alibis, grogna-t-il, et en même temps, aucun d'entre eux ne semble avoir eu suffisamment d'accès pour planifier quelque chose comme ça. Poirot s'installa dans le fauteuil de lecture. C'est justement ça qui est fascinant, mon ami, parce que ce crime n'était pas physique, mais psychologique. Le meurtrier n'avait pas besoin de toucher au décompte. Il suffit de le persuader. Et cela, comme vous le savez, nécessite une proximité émotionnelle. Êtes-vous en train de laisser entendre que c'était quelqu'un en qui vous aviez confiance ? Poirot plissa les yeux.
ou quelqu'un qui savait suffisamment faire semblant pour paraître inoffensif. Il laissa tomber un moment de silence, puis sortit de sa veste l'enveloppe trouvée derrière le portrait du comte. J'ai trouvé ça caché. Je ne l'ai pas encore ouvert par respect. Mais je pense qu'il contient la clé que tout le monde recherche. Lebrun le regarda, surpris. « Et pourquoi ne l'as-tu pas ouvert ?»« Parce que ce n'est pas encore l'heure. Ouvrir une lettre, c'est comme jouer une note finale. Cela doit être fait avec la bonne entrée. » La métaphore n'était pas fortuite. Poirot demanda plus tard la permission d'examiner le piano dans le salon, le même que le comte utilisait occasionnellement. Lorsqu'il l'ouvrit, il remarqua quelque chose d'étrange. Une des clés était à peine décalée, comme si quelqu'un l'avait manipulée. Il la toucha doucement. Rien. Puis, il le souleva avec précaution par le dessous. Un papier enroulé émergea de la brèche. En l'ouvrant, il révéla un message d'une écriture nerveuse. « Si vous lisez ceci, vous avez encore entendu mon nom. Vous ne connaîtrez pas la vérité si vous n'écoutez pas la pièce quand il n'y a personne. Ma voix y était verrouillée. » Poirot resta immobile. C'était une note d'avertissement, une provocation. En tout cas, c'était la deuxième fois que Mathilde parlait depuis un lieu caché. Cet après-midi-là, il a demandé à tout le monde, dans la maison, de rester en dehors du salon pendant 1 heure. Il a ordonné la fermeture des portes et des fenêtres. Et il resta seul, assis devant le mur fissuré. Il ferma les yeux, attendait, et puis, après quelques minutes, il entendit quelque chose, un tapotement, pas mécanique, non naturel, 3 coups, sûrs, longs, loin, suivis d'un bruit de grattage, comme si quelqu'un traînait quelque chose sur le mur. Poirot ne bougea pas, il murmura seulement. La voix de la maison. Enfin, il commence à parler. Mais la question la plus troublante n'était pas ce qui se disait de l'autre côté, mais qui l'écoutait? Chapitre 6, la pièce qui n'était pas dans le plan. Lorsque Poirot quitta la salle de musique ce soir-là, il le fit sans dire un mot. Ni l'inspecteur, ni Gisèle, ni le discret Lucien qui attendait dans la pénombre du couloir, un candélabre à la main. Leurs pas étaient doux, mesurés, comme si chacun posait une pièce supplémentaire du puzzle invisible. En arrivant dans sa chambre, il ferma la porte à clé et étala sur la table l'ancien plan architectural du manoir qu'il avait demandé au jardinier il y a 2 jours, alors qu'il ne savait toujours pas exactement ce qu'il cherchait. Il alluma une lampe à huile et se pencha sur le dessin jaunâtre, traçant chaque ligne avec ses doigts. L'aile ouest, la salle de musique, le mur ouest. De l'autre côté, le couloir extérieur, un escalier de service et rien d'autre. Ou, du moins, rien selon le plan. Poirot sortit une règle. Il mesura l'espace indiqué par le plan entre le mur du salon et le couloir. Il a ensuite mesuré le même espace dans la réalité le même après-midi, en le parcourant à pas méticuleux. Et ça ne correspondait pas. 35 centimètres, murmura-t-il. Un trou caché. Trop étroit pour une pièce, mais suffisant pour un passage ou une cellule. Le lendemain, il se dirigea vers le sous-sol. Il portait une lampe de poche, un chapeau à bordure
et sa canne. Non pas par affectation, mais parce qu'il soupçonnait que la maison, comme beaucoup de secrets, se cachait davantage sous terre. Lucien l'y trouva. « Cherchez-vous quelque chose en particulier, monsieur Poirot ?»« Une pièce qui n'existe pas, » répondit sans détour le Belge. « Excusez-moi, une pièce cachée entre deux murs, peut-être pas utilisée depuis des années, mais, selon l'architecture de la maison, cela devrait être là. » Lucien hésita. Peut-être. Qu'à l'époque du grand-père du comte, il y avait une cellule disciplinaire, une salle de confinement pour domestiques gênants. J'en ai entendu parler quand j'étais jeune, mais je ne l'ai jamais vu. Poirot lui lança un regard pointu. « Tu n'as jamais cherché ?»« Ce n'était pas mon tour, monsieur. »« Bien sûr que non. » Il continua le long d'un couloir étroit jusqu'à ce qu'il trouve une porte sans poignée, à peine visible derrière une étagère basse remplie d'outils. Poirot le toucha. Bois creux. Il la poussa fort. Il n'a pas cédé. Il a retiré un crochet de serrure de l'intérieur de sa canne et l'a inséré avec des mouvements experts. Un clic sec. La porte s'entr'ouvrit et une bouffée d'air vicié dériva vers lui comme une expiration trop longtemps retenue. À l'intérieur, un escalier en pierre descendait en colimaçon. Poirot alluma la lanterne et descendit d'un pas ferme. L'air était épais, avec une odeur de vieux plâtre et d'humidité. Le passage le conduisit à un espace étroit et sans fenêtre. Il y avait à peine de la place pour un bureau, un lit de camp rouillé et un petit banc. Dans un des murs, une fissure. Non, un tuyau. Petit comme un évent, mais pointant directement vers le haut. Poirot leva la lanterne. On l'a entendu ici. On en a parlé ici. Sur le bureau, un objet couvert de poussière, un cahier. Il l'a pris avec des gants et a soufflé doucement dessus. C'était un journal. Les premières pages étaient vierges. Mais à mi-chemin du cahier, il se mit à lire attentivement. Je l'entends parler à l'étage. Il ne sait pas que quelqu'un peut l'entendre. Parfois il prononce mon nom, parfois il reste silencieux, et c'est pire. J'attends la note qu'ils n'ont jamais jouée, la note finale. Poirot ferma le carnet. Il l'a gardé dans son manteau. Et puis, il a entendu autre chose, pas sur papier, pas dans l'écho. Un craquement au-dessus de lui, comme une étape. Puis un autre, directement au-dessus, dans le salon. Poirot éteignit la lanterne. Attendez. Silence. Puis les pas s'éloignent. Lorsqu'il refait surface, le soir tombe. Le ciel était du plomb liquide. Il trouva Lebrun dans le hall, en train de se disputer avec Arbin. « Où étais-tu hier soir à minuit ?» a demandé l'inspecteur. « Dormir naturellement », répondit le jeune homme, visiblement bouleversé. Poirot intervint. « Vous n'étiez pas dans votre chambre, monsieur Arbin. » « Comment dit-on ? Quelqu'un était dans le salon à ce moment-là. » Et quelqu'un a franchi le passage secret à ce moment précis. Le poids, bien que léger, faisait grincer une planche lâche. Je l'ai entendu. D'en bas, Arbin rougit. C'était peut-être moi. Je suis allé au salon chercher des partitions. Je ne pensais pas que ça importait. Oh, oui, ça compte beaucoup. Car à ce moment-là, la pièce secrète respirait. Et celui qui y respire ne le fait pas par plaisir. Poirot n'en dit pas plus. Il se retira à la bibliothèque, où il ouvrit calmement le journal et reprit sa lecture. Page après page, des phrases délirantes
répétitive, signée d'une initiale. Même, ne m'oubliez pas. Si quelqu'un entend cela, qu'il le sache. Je ne suis pas mort de tristesse. Je suis mort d'en savoir trop. Et à la dernière page, le mur entend, mais il se souvient aussi, comme moi. Poirot ferma lentement le cahier. Il savait désormais que Mathilde Devrault n'avait pas disparu sans laisser de traces. Il avait laissé un murmure, celui qui commençait tout juste à monter. Chapitre 7. Le nom qui n'a jamais été prononcé. Le journal de la pièce secrète reposait sur la table de la bibliothèque, à côté de la tasse de thé à laquelle Poirot n'avait pas touché. Dehors, une pluie lente et persistante commençait à tracer des lignes sur les fenêtres, comme si le manoir lui-même voulait pleurer ses secrets. Poirot lut en silence chaque ligne du manuscrit comme une note amère dans une partition inachevée. Il n'y avait pas de signature, initiale uniquement. Mais les mots parlaient de trahison, d'enfermement forcé, d'une vie réduite à des murmures à travers un mur qui entendait tout. Une femme silencieuse, enterrée vivant sans avoir besoin d'une tombe. Lorsque Gisèle entra dans la bibliothèque, Poirot leva à peine les yeux. Il portait un manteau léger et un foulard à la main. Ses yeux montraient des signes de nuit blanche. « Monsieur Poirot, il m'a demandé de venir. » Poirot montra le fauteuil devant lui. « Mademoiselle, savez-vous qui était Mathilde Devrault ?» Gisèle resta immobile quelques secondes. Puis il s'assit lentement, comme s'il craignait que la chaise ne contienne aussi des souvenirs. Ma mère m'a parlé d'elle une fois, avec peur. C'était la fiancée de mon oncle Armand. On a dit qu'elle l'avait abandonnée à cause d'un scandale qui n'a jamais été complètement expliqué. Un scandale familial? Ouais. Quelque chose lié aux héritages, aux documents falsifiés. Mais ils ne m'ont jamais donné de détails. Ma mère disait qu'il ne fallait pas prononcer le nom de Mathilde dans cette maison. C'était comme invoquer un fantôme. Poirot hocha lentement la tête. Et pourtant, ce fantôme n'est jamais complètement parti. Délicatement, il sortit le journal de sa poche et le posa sur la table. Gisèle n'osa pas y toucher, mais elle lut le titre à voix basse. « Voix entre les murs. »« Mademoiselle, j'ai trouvé ça dans une pièce secrète, juste derrière le mur de la salle de musique. Le journal décrit la vie d'une femme enfermée, là-bas, des années de confinement, d'humiliation, effrayant, et la connaissance, parce qu'elle a entendu des choses. » Gisèle porta la main à sa bouche. « Pensez-vous que Mathilde était enfermée, pas assassinée, pas exilée, silencieux, jusqu'à ce qu'il y meure finalement? Ou bien elle a été libérée par quelqu'un qui ne voulait plus qu'elle parle? Et pourquoi personne n'a jamais rien dit ?» Poirot haussa les épaules. « Peut-être à cause de la honte, peut-être par peur qu'il parle. » Le comte Armand savait ce qu'il avait fait. Mais quelqu'un d'autre l'a découvert aussi. Quelqu'un qui a trouvé cette pièce avant moi. Et il décida qu'Armand devait payer. Il y eut un silence tendu, interrompu seulement par le crépitement de la pluie. Poirot se leva. « Je vais poser une question à chacun des présents ce soir. Juste un, mais très précis. Car ce qui m'intéresse, ce n'est pas la réponse, mais la manière dont il la donne
Ce même après-midi, Poirot réunit les 5 habitants de la maison dans le salon. Il n'y avait aucun drame dans son ton, mais son regard était aussi ferme que s'il tenait une épée. « Je vais juste poser une question à chacun de vous, a-t-il déclaré. Répondez-moi honnêtement, si vous le pouvez. Premièrement, Léopold Harbin. Monsieur Harbin, pourquoi aviez-vous un deuxième exemplaire de la valse Le cœur attend? Le pianiste cligna des yeux. Je l'ai déjà dit. Le comte me l'a donné. Et tu savais que ce même disque jouait quand il est mort. Je l'ai découvert plus tard, quand ils me l'ont dit. Mais ta version avait une marque sur la colonne vertébrale. Celui du salon, non. Pouvez-vous l'expliquer? Harbin déglutit. Peut-être que je les ai confondus quand j'en ai amené un au piano. Merci. Deuxièmement, mademoiselle Dorrington. Mademoiselle, pourquoi aviez-vous sur votre bureau une lettre signée par Mathilde? La gouvernante ouvrit la bouche mais ne dit rien. Tu l'as gardée toutes ces années. Par loyauté? À cause de la culpabilité? Je ne pouvais pas la livrer. C'était trop dangereux. Pour qui? Pour tout le monde. Troisième, Lucien. Lucien, tu connaissais la pièce cachée? Le majordome baissa les yeux. Je m'en doutais, monsieur. Mais je n'y suis jamais entré. Je n'avais pas le droit. Aucune valeur. Quarto, docteur Rémy Borel. Docteur, connaissiez-vous Mathilde? Pas personnellement. Et médicalement? Est-ce qu'il s'occupait d'elle en secret? Non, bien que le comte m'ait demandé un jour des médicaments qui, maintenant, je crois, n'étaient pas pour lui. Dernière, Gisèle. Mademoiselle, croyez-vous que votre oncle a été assassiné? Gisèle hésita. Je pense qu'il a été puni. Poirot les regarda tous, pas avec jugement, avec compréhension. Puis, d'une voix calme, il dit « Le meurtrier n'a pas utilisé d'armes. Il a utilisé une vérité, une situation que le comte ne pouvait supporter. Quelqu'un lui a montré que son crime, parce qu'enfermer quelqu'un pendant des années est un crime, n'est-ce pas, avait été découvert. Et ce quelqu'un était dans cette maison cette nuit-là. Il n'y a eu aucune réaction visible. J'ai juste retenu ma respiration. Poirot ramassa son chapeau. Je reviens demain à l'aube. Ce soir, écoute la maison. Peut-être y a-t-il encore des échos qui souhaitent parler. Et sur ce, il partit, laissant derrière lui une pièce où le silence pesait plus que l'air. Chapitre 8. Le portrait qui n'a jamais été pendu. La matinée s'est déroulée dans le brouillard, comme si le monde extérieur refusait d'éclairer les recoins sombres de l'hôtel Chavigny. Poirot, ponctuel comme une horloge suisse, apparut dans la galerie supérieure, où les générations passées de la famille regardaient depuis leurs portraits avec des yeux vides et pierreux. Gisèle attendait là, à côté d'un cadre recouvert d'un tissu blanc. Il lui avait ordonné de sortir du grenier sur ordre de Poirot la nuit précédente, sans même savoir pourquoi. « Êtes-vous sûr que c'est pertinent ?» demanda-t-il en regardant le tissu recouvert, comme s'il cachait une blessure. « Oh, mademoiselle, je suis sûr que c'est plus que pertinent, » répondit Poirot. « C'est la pièce manquante, non pas pour prouver le crime, mais pour en révéler le mobile. » Le vrai point. D'un geste délicat, il ôta le tissu. Le portrait montrait une jeune femme au visage pâle, aux cheveux noirs, et à l'expression résolument vive, mais prisonnière, de la palette grise d'un artiste discret.
Elle n'était pas d'une beauté spectaculaire, mais il y avait quelque chose dans ses yeux, de la force, de l'intelligence, du défi. Vous la reconnaissez? La reconnaissez? Gisèle hocha lentement la tête. Mathilde Devrault. Ça devait être elle. J'ai toujours su que c'était réel, pas seulement une histoire. Mais pourquoi ce portrait n'a-t-il jamais été accroché? Poirot plissa les yeux. Parce que quelqu'un lui a ordonné de disparaître. Parce que ce visage contenait une menace. Pas seulement pour le comte, mais pour tous ceux qui savaient ce qui lui avait été fait. Et qui a peint ça? Poirot montra le coin inférieur de la toile. Les initiales RB. Ils étaient à peine visibles. Rémy Borel, le docteur, ou plutôt, avant de devenir médecin, le jeune peintre qui fréquentait autrefois cette maison pour le compte du comte. Lui et Mathilde étaient amis, peut-être plus. Quand elle a disparu, il est parti aussi. Mais ensuite il est revenu, avec un autre nom, un autre métier. Gisèle recula d'un pas. Êtes-vous en train de dire que le médecin savait tout cela depuis le début? Nous ne le savons pas encore. Mais on sait qu'il a caché ses liens avec Mathilde, et ça ne se fait pas sans raison. Poirot prit le portrait avec soin. Montrons-le à tout le monde. La galerie est devenue une scène improvisée. Poirot a placé le portrait sur un chevalet devant les suspects rassemblés. Arbin, Dorrington, Lucien, Borel. L'inspecteur Lebrun observait silencieusement depuis un coin, les bras croisés. « Mes amis, dit Poirot, c'est la face du secret qui a assassiné le comte de Chavigny. Pas avec du poison, pas avec une arme à feu, mais avec la vérité. Les réactions ont été variées. » Arbin détourna le regard. Miss Dorrington pinça les lèvres. Lucien ferma les yeux, résigné. Borel resta immobile. « Docteur, continua Poirot, c'est toi qui as peint ça, n'est-ce pas? » Un long silence. « Oui, a finalement admis Borel. Je l'ai rencontrée. Mathilde. Je l'aimais. Mais quand il a disparu, je n'avais aucune preuve, seulement des intuitions. Le comte m'a dit qu'il s'était enfui, qu'il ne pouvait pas supporter la pression de la famille. Je l'ai cru, ou alors je voulais le croire. Et le portrait, je l'ai gardé. Je pensais qu'un jour, ça servirait à quelque chose, pour prouver qu'elle existait, que ce n'était pas qu'une ombre. Poirot hocha la tête. Et ce jour est arrivé. Vous êtes revenu dans cette maison, non seulement en tant que médecin, mais aussi en tant que témoin, et peut-être en tant qu'acteur dans un petit spectacle. Borel serra les poings. Je n'y ai jamais touché. Je ne l'aurais jamais fait. Mais oui, je lui ai fait savoir que je savais, qu'il n'était pas seul dans ses souvenirs. Et la lettre, je l'ai laissée sur son bureau. Je n'ai pas osé l'affronter. Mais je savais que je reconnaîtrais l'écriture de Mathilde. C'était une copie d'une vieille note, un des rares que je garde. Poirot marchait lentement parmi eux. Et ça suffisait. Le comte est mort la nuit où il croyait que les fantômes étaient revenus, que le mur murmurait à nouveau, que la punition n'était pas terminée. Il s'est tourné vers tout le monde. Mais écoutez bien, celui qui l'a véritablement condamné est quelqu'un qui est entré dans la pièce cette nuit-là. Cela a activé le gramophone, qu'il a laissé la coupe intacte.
qu'il a reconstitué la scène non pas pour le tuer, mais pour qu'il se souvienne, jusqu'à ce que son cœur fasse le reste. Gisèle éleva la voix, fermement pour la première fois. « Es-tu en train de dire que c'était l'un des nôtres ?» Poirot la regarda. Il regarda ensuite Arbin. « Monsieur, savez-vous jouer ?» « Le cœur a tant de mémoire, bien sûr, » dit le pianiste, encore plus pâle. « Alors dis-moi, quelle est la note finale ?» Arbin ouvrit la bouche. Il hésita. « Je, mineur. » Poirot secoua la tête. « Non. La valse est incomplète. La note finale n'a jamais été écrite. Il a regardé tout le monde. Et pourtant, quelqu'un l'a touché cette nuit-là. Quelqu'un qui savait comment l'histoire devait se terminer. Et ce n'était pas encore fini. Chapitre 9. La partition du souvenir. La salle de musique était à nouveau préparée. Poirot a demandé que la scène de la nuit du crime soit restituée aussi fidèlement que possible. La vitre intacte, le fauteuil devant le gramophone, le même tapis plié au bout, le rideau légèrement tiré, tout devait parler, sans mots. Gisèle, Lucien, Arbin, Miss Dorrington et le docteur Borel furent à nouveau convoqués en demi-cercle, comme s'ils étaient les spectateurs d'un drame qu'ils connaissaient déjà, mais ne comprenaient pas encore. Poirot, debout, près du gramophone, tenait une partition de musique entre ses doigts. C'était une copie de « Le cœur attend », manuscrit. Mais cela incluait autre chose. Une note finale, ajoutée avec une encre différente, avec une ligne incertaine. « Mes amis, commença-t-il, cette scène a été conçue pour produire une émotion spécifique, pas la peur, pas le blâme, mais le souvenir. Le comte Armand a été contraint d'affronter, non pas une menace, mais une mélodie qui évoquait un temps qu'il avait enterré, et une personne dont il avait tenté de faire taire la voix. Il a placé le disque sur le gramophone. La valse commença à jouer, aussi douce et sombre qu'auparavant. Chaque note semblait traverser les murs comme un souffle d'air froid. Poirot se tourna vers Arbin. « Tu as dit que tu connaissais cette pièce, mais quand je lui ai demandé la note finale, il ne savait pas quoi répondre. Parce que cela n'a jamais été écrit, marmonna Arbin. J'ai toujours pensé que c'était incomplet. Et pourtant, cette nuit-là, le comte l'entendit en entier. Qui donc a joué cette note qui n'existait pas? Silence! Poirot laissa le disque continuer sa rotation tout en parlant doucement. Quelqu'un a apporté un enregistrement différent, une édition modifiée. Celui qui, au lieu de se répéter en boucle, contenait une note finale. Une note ajoutée pour boucler un cercle laissé ouvert depuis la disparition de Mathilde Devrault. Les yeux de Miss Dorrington se tournèrent lentement vers Lucien, qui ne lui rendit pas son regard. Poirot poursuivit. Et qui d'autre qu'une gouvernante, ayant un accès discret aux pièces fermées et des oreilles attentives à tout, aurait pu conserver l'original? Une femme qui avait été une amie proche de Mathilde et qui savait, au fond, que cette histoire ne pouvait se terminer sans justice? Miss Dorrington ne dit rien, mais son visage durci parlait pour elle. Poirot n'insista pas. Pas encore, It s'approcha du piano. Mathilde était pianiste, cela ne fait aucun doute, mais elle était aussi compositrice. Le cahier retrouvé dans la cellule cachée contenait des fragments musicaux, des lignes qui semblent sans lien.
sauf une. Le dernier, mon cœur attendra que quelqu'un touche à ce qui n'a jamais été écrit. Poirot frappa une voix basse, et le son résonna avec une vibration presque triste. C'était le signal, mes amis. La clôture émotionnelle. Celui qui a planté le décor voulait s'assurer que le conte ne puisse pas échapper au passé. Pas avec une arme à feu, pas avec du poison, mais avec une note suspendue en mémoire. Il les regarda à nouveau. Mais il y a autre chose. Celui qui l'a fait savait aussi comment entrer sans crocheter les serrures, comment laisser le verre intact, comment placer la chaise à l'angle exact, comment faire fonctionner le gramophone sans laisser de traces, et surtout, comment se déplacer dans la maison sans être vu. Poirot s'arrêta devant Lucien. « Tu as changé la serrure du salon, n'est-ce pas ?» Lucien leva les yeux. Ses yeux étaient intrépides, juste de la démission. « Ouais. Et tu as gardé une copie de la clé ?» Lucien hésita un instant. « Ouais. » Poirot ne sourit pas. Il n'était pas fier de coincer cet homme. Je voulais juste la vérité. Et tu aimais Mathilde, n'est-ce pas? Lucien ferma les yeux un instant. Elle était la seule à me traiter en égal. Il m'a appris à lire des partitions, écrire avec élégance. Lorsqu'il a disparu, ils m'ont dit qu'il était parti. Mais un jour, j'ai entendu sa voix depuis le mur. Et puis, j'ai su. Poirot hocha lentement la tête. Alors tu as su et tu as attendu. Il a attendu le bon moment. Le moment où le comte ne pouvait plus le nier. Et quand ce moment arriva, il lui fit entendre ce qu'il ne voulait pas entendre. La dernière note. Lucien ne nia pas, mais il n'a pas avoué non plus. Poirot se tourna vers les autres. Ce n'est pas une accusation formelle. Il n'y a pas suffisamment de preuves matérielles pour engager des poursuites. Juste un crime de l'âme, exécuté avec une précision émotionnelle. Le comte est mort de remords. Parce que quelqu'un, l'un d'entre vous, a redonné la parole à quelqu'un qui avait été enterré dans le silence. La valse s'est terminée. Cette fois, il n'y a pas eu de répétition. Seul le son final. Une note solitaire, mélancolique, humaine. Poirot ferma le gramophone avec un léger soupir. Justice. Parfois il n'y a pas de tribunal. Faites juste écho, et sur le visage de chaque personne présente, en particulier celui de Miss Dorrington et de Lucien, cet écho semblait s'installer pour toujours. Chapitre 10. La voix qui murmure encore. Les jours suivants furent plus calmes que n'importe quelle nuit. La salle de musique restait fermée, comme si la maison elle-même avait décidé de pleurer non pas le conte, mais ce qui y avait été révélé. Plus personne n'a joué du piano. Plus personne n'a mis de disque sur le gramophone. L'écho final semblait avoir scellé non seulement un crime, mais toute une époque. Poirot, cependant, ne partit pas immédiatement. Il resta dans le manoir encore 2 jours, marchant calmement dans les couloirs, s'arrêtant dans des pièces apparemment vides, comme s'il attendait que les secrets restants daignent se présenter. L'après-midi de son départ, il demanda à voir Gisèle à la bibliothèque. Elle entra d'un pas ferme, mais quelque chose de plus que de la fatigue brillait dans ses yeux. C'était une triste sorte de prise de conscience,
une résignation. Tranquille. Monsieur Poirot, n'allez-vous pas révéler un nom, un coupable définitif? Poirot entrelaça ses doigts sur le bureau. Mademoiselle, ce n'est pas une histoire de coupables évidents. C'est une histoire d'échos, des silences prolongés et des souvenirs vivants. Qui a tué le comte de Chavigny? On pourrait dire que c'était son cœur, mais on pourrait aussi dire que c'était Mathilde, ou Lucien, ou même vous, si vous me le permettez. Gisèle fronça les sourcils. Il? Ouais. Parce que tu as gardé le doute? Il n'a jamais trop demandé, n'a jamais insisté. Et dans un coin de sa conscience, il savait que quelque chose avait été laissé sans justice. Elle regarda par la fenêtre. J'avais peur d'ouvrir cette porte. Poirot hocha la tête. Et pourtant, à la fin, tout le monde l'a fait. La maison a parlé, parce que vous avez commencé à écouter. Il se leva et se dirigea vers une étagère basse où se trouvaient plusieurs volumes d'histoire familiale. Il en sortit un et le feuilleta distraitement. Il y a une chose que j'ai apprise au fil des années, mademoiselle. Le crime n'est pas toujours un acte. Parfois c'est une omission, un abandon, un silence soutenu. Gisèle inspira profondément. « Et que va-t-il faire maintenant? Allez-vous informer la police? » « Il n'y a pas suffisamment de preuves, » répondit calmement Poirot. « Il n'y avait pas de poison. Il n'y a eu aucune violence, juste l'orchestration émotionnelle d'un souvenir. Et ça, mon Dieu, n'est pas puni par la justice. Alors, tu pars? Ouais. Mais je n'ai pas de solution. J'enlève une compréhension. Avant de partir, Poirot a donné à Gisèle une copie du journal de Mathilde. L'original resterait sous protection, par respect de la mémoire et par prudence. Peut-être qu'un jour, quand cette maison ne sera plus que ruines et mousses, quelqu'un trouvera ces écrits, et alors vous saurez qu'une voix réduite au silence vivait ici. Mais pas oubliée. Gisèle ferma les yeux, comme si ce geste scellait quelque chose en elle. Quelques heures plus tard, Poirot descendit avec sa valise, où Lucien l'attendait dans le couloir. Le majordome ne dit pas un mot, mais ses yeux fixèrent fermement ceux du détective. « Il s'occupera d'elle, » dit doucement Poirot. « Je n'en doute pas. » Lucien hocha la tête. « Et elle prendra soin de la mémoire de quelqu'un qui n'aurait jamais dû disparaître. » Poirot mit son chapeau, ajusta sa moustache avec sa touche symétrique classique et sortit. La pluie des jours précédents s'était arrêtée, mais l'humidité restait dans l'air, comme si le monde refusait d'oublier. Complètement. Alors que la voiture s'éloignait sur le chemin de gravier, Poirot regarda par la fenêtre. L'hôtel Chavigny était imposant, mais il ne paraissait plus hautain. Elle semblait immobile, comme s'il avait enfin expiré. Et puis, comme à voix basse, Poirot murmura « Tous les meurtres n'ont pas besoin de sang. Certains nécessitent uniquement de la mémoire. » Cette pensée l'a accompagné jusqu'à son hôtel à Lyon, puis plus tard, alors qu'il notait ses dernières observations dans un carnet personnel qu'il n'a jamais partagé avec la presse. Sous le titre « Le mur qui entendait en secret » a écrit « Une vie peut se terminer par une balle, une chute, un poison ou une note suspendue dans les airs. L'âme, en revanche, ne meurt que lorsque plus personne ne s'en souvient. » Et puis, une phrase plus courte. « Mathilde Devrault, tu as vécu, ça suffit. » Il éteignit la lampe. Il ferma le cahier.
Et dans la pièce silencieuse, la voix d'une valse que personne n'avait jouée résonna à nouveau, seulement dans sa mémoire. Chapitre 11. Le dernier mouvement du silence. Dans les semaines qui suivirent, le départ de Poirot, l'hôtel particulier Chavigny, resta dans un calme presque rituel. Le gramophone était recouvert d'un tissu brodé, le piano fermé, et la salle de musique s'est fermée à clé, comme si sa mélodie était restée prisonnière après sa dernière note. Mais quelque chose avait changé. Gisèle a commencé à se promener dans la maison avec un cahier à la main, prenant des notes sur les pièces, les documents, les dates. Ce n'était pas un inventaire, c'était une recherche. Lucien l'accompagnait tantôt il la suivait silencieusement et à distance, comme s'il craignait que sa mémoire elle-même ne lui joue un tour. Un après-midi, en fouillant dans un vieux placard du grenier, où étaient conservés des portraits non encadrés, des journaux personnels et des lettres sans adresse, Gisèle trouva une petite boîte en bois fermée par un loquet rouillé. « Il n'y a pas de clé, » dit-elle, plus pour elle-même que pour Lucien. Sans lui demander la permission, il s'est gentiment imposé à elle avec un couteau de cuisine. À l'intérieur, il y avait des partitions de musique. Certains écrits avec une calligraphie vibrante, d'autres avec une main tremblante, et en arrière-plan, une petite photographie sépia. Gisèle le tenait entre ses doigts. Deux femmes, une jeune Mathilde et Miss Dorrington, debout près du piano, en riant. Lucien se pencha pour regarder. C'était avant tout, avant l'automne. La chute, c'est ce que les domestiques appelaient scandale. Quand Mathilde était effacée, Gisèle s'assit sur une vieille couverture et commença à lire la partition ci-dessus. Ce n'était pas « Le cœur attend », mais un autre morceau. Plus rapide, légèrement dissonant, mais arrivé à la fin, il comprit. Il y avait une phrase musicale qui revenait encore et encore, comme un soupir. « Lucien, est-ce que cela a déjà été touché ? Je ne sais pas. Peut-être pas. » Mathilde écrivait, mais elle ne montrait pas toujours ce qu'elle créait, ceci à sa signature. Et si c'était votre véritable adieu, Lucien la regarda. Alors nous devrions le faire entendre. Cette même nuit, Gisèle descendit secrètement au salon. Il n'a pas apporté de lumière, seulement la partition. Il ouvrit le piano d'une main ferme. L'air sentait le confinement, mais aussi le souvenir. Il joua lentement les premières notes, essayant de ne pas se désaccorder avec sa propre émotion. La mélodie grandissait, étrange, mais beau, comme si chaque mesure disait quelque chose que les mots n'atteignaient jamais. Lorsqu'il joua la dernière note, l'écho résonna dans le bois, dans les murs et dans le tube caché. De l'autre côté, dans un coin que je pensais vide, quelque chose est tombé. Lucien, qui l'avait suivi sans se faire remarquer, alluma sa lampe torche et se dirigea vers le panneau secret. Cette fois, il l'ouvrit sans effort, comme si la maison elle-même y consentait. Au sol de la cellule, une enveloppe. Gisèle l'ouvrit. À l'intérieur, une lettre jaunâtre, datée de 2 semaines avant la disparition de Mathilde. L'écriture est tremblante, mais reconnaissable. Armand. Ne me laisse pas partir. Il dit qu'il sait tout ce que j'ai fait. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est ce que je sais de lui.
J'en ai des copies. Je ne les garde pas ici. Elles sont là où la musique n'arrive pas, mais le silence reste. » Gisèle lut à haute voix et Lucien hocha lentement la tête. Ce n'était pas seulement de la jalousie, pas un scandale amoureux. C'était du chantage. Elle savait quelque chose d'important, quelque chose qu'Armand craignait tellement qu'il préférait le garder secret pour toujours. Et ses copies, Lucien leva les yeux. Là où la musique n'atteint pas. Ce n'est peut-être pas littéral, c'est peut-être un endroit ou un symbole, un endroit où la musique ne peut pas résonner. Gisèle regarda autour d'elle. Le piano, le gramophone, le portrait avait été accroché il y a quelques jours dans le salon. Et puis, il a compris, la crypte. Sous la chapelle, Lucien cligna des yeux. La musique n'entre pas là, juste de la pierre. Et des échos. Ils coururent vers la petite chapelle familiale, où reposaient les générations de Chavigny. La crypte était un espace étroit, avec des pierres tombales incrustées dans le mur, et l'arôme de l'humidité ancienne imprégnait l'air. Dans un coin, derrière un vase tombé, une boîte en métal. Ils l'ont ouvert. Cartes, photographies, un livre de comptabilité et un document scellé au nom d'Armand. Au nom d'Armand. Gisèle le lut tranquillement. C'était un aveu. Non pas un crime passionnel, mais une escroquerie. Terrain vendu sous une fausse identité, testament manipulé, héritage détourné. Mathilde le savait. Il l'avait découvert. Et c'est pour ça qu'il avait disparu. Lucien inspira profondément. Maintenant, tout s'accorde. Gisèle a fermé la boîte. Et maintenant, ça doit aussi finir. Mais lorsqu'ils retournèrent dans le salon, quelque chose n'allait pas. Miss Dorrington les y attendait, assis sur la chaise du comte, avec un vieux pistolet dans les mains. « Certaines choses, mademoiselle, dit-il, d'une voix tremblante, doivent rester là où elles ont toujours été, en silence. » Et l'écho de ces paroles, pour la première fois, fut plus fort que le son de la musique. Chapitre 12. La note qui a arrêté le temps. Le pistolet tremblait dans les mains de Miss Dorrington, rouillé et lourd avec le temps, mais toujours capable de faire du mal. Ses yeux, pour la première fois, n'étaient ni sévères, ni impénétrables. Ils étaient cassés. « Je n'aurais pas dû la trouver, » murmura-t-il. Cette boîte devait rester là où elle était. Gisèle restait immobile, Lucien à ses côtés. Personne n'a reculé. « Tu l'as protégée, » dit doucement Gisèle. « À Mathilde. Même après tout, même quand il n'y avait plus personne pour parler en sa faveur. Tu l'as fait. » « Je ne l'ai pas protégée, » corrigea la gouvernante, la voix brisée. « Je l'ai laissé tomber. Je savais. Je savais qu'ils l'avaient enfermée, qu'ils l'ont fait taire. Et je n'ai rien fait. Il était jeune. J'avais peur de perdre mon emploi, ma sécurité. Je me suis dit que c'était un mensonge. Je me suis dit qu'elle l'avait mérité. Et chaque nuit depuis... » J'ai entendu sa voix. Lucien fit un pas en avant. « Alors aide-nous maintenant. Mettez fin à ce que vous ne pouviez pas arrêter alors. » Mais avant qu'il ait pu répondre, une voix s'éleva depuis l'entrée de la pièce. « Oui, mademoiselle. Le moment est venu. Et maintenant,
Il doit choisir quoi faire de la vérité. Pas du passé. Tout le monde se tourna. Poirot, debout avec son manteau encore mouillé du voyage, son chapeau à la main, et un calme qui n'appartenait pas à ce monde. Miss Dorrington a laissé tomber l'arme. Il tomba au sol avec un bruit sourd et hors de propos. Et sur ce, comme si une corde invisible s'était cassée, elle aussi s'effondra sur le canapé, vide. « Comme... » Gisèle murmura. « Tu étais partie. » Poirot s'approcha d'un pas ferme. « Oui, mademoiselle, mais ce n'était pas fini. Je suis parti pour permettre au fils de se resserrer, pour que les émotions fassent surface et révèlent ce que la logique ne pouvait pas encore prouver. Mais ce n'était pas loin. Il faut toujours écouter la dernière note avant de fermer le piano. Lucien souleva la boîte métallique. Cela change tout. Poirot le prit et le posa sur la table centrale. Assez de preuves pour révéler la corruption d'Armand, et aussi la raison pour laquelle Mathilde a été éliminée de l'histoire. Pas par dépit, mais par pouvoir. Et pour cacher cette vérité, plusieurs ont collaboré. Certains activement, d'autres avec leur silence. Il se tourna vers Miss Dorrington, qui ne pouvait croiser son regard. « Vous n'avez pas tué le comte, mademoiselle, mais il l'a accompagné jusqu'à la tombe. Il lui remit la lettre. Il lui a fait écouter le disque. Cela lui rappelait ce qu'il voulait oublier. C'est assez. Et cela, selon le jugement moral de l'âme, est une punition suffisante. » Elle hocha la tête. Il n'a pas discuté, il n'a pas nié. Poirot se tourna maintenant vers Gisèle. « Et vous, mademoiselle, avez entre les mains la décision la plus lourde de toutes. L'histoire peut être corrigée, ou supprimée pour toujours. Que fera-t-il de ce qu'il a trouvé ?» Gisèle regarda la boîte, le piano, le portrait de Mathilde accroché à côté des Chavigny. « Je vais le dire tel quel, même si ça tache le nom de ma famille. Bien que le nom de famille tombe. » Poirot la regarda avec approbation. « Mathilde Devereux n'est donc pas morte en vain, parce que tant que quelqu'un prononce son nom sans crainte, il vivra. » La police est arrivée quelques heures plus tard. « Non, pas pour arrêter qui que ce soit, mais pour certifier les faits. Miss Dorrington a été escortée volontairement. Il n'a opposé aucune résistance. Lucien a remis les preuves. Et la chapelle de Chavigny, pour la première fois depuis des générations, a rouvert ses portes pour bien plus que des fleurs et des prières. Quelques jours plus tard, Poirot était de retour dans son bureau de Londres. Le temps était gris, le thé était tiède, et la nouvelle de l'affaire occupait à peine une colonne dans le journal. Un scandale familial révélé à Lyon, titre le journal. Rien d'autre. Mais dans son journal intime, le détective écrit « Le crime le plus grave n'a pas été l'enfermement, ni l'humiliation, ni même le silence imposé. C'était l'indifférence de ceux qui savaient et n'ont pas agi, mais aussi la rédemption de ceux qui se sont enfin souvenus. » Il ferma le cahier et s'autorisa un léger sourire. Une semaine plus tard, à l'hôtel Chavigny, le salon de musique était de nouveau ouvert. Ni pour les cérémonies, ni pour les interrogatoires. Gisèle a organisé un petit récital où il a été joué pour la première fois en public, dernier souffle, la pièce trouvée dans le carnet de Mathilde. La salle était pleine, pas des nobles, mais aussi des voisins, des musiciens, des anciens salariés et des jeunes étudiants.
et quand la dernière note fut jouée, il y eut un silence si absolu, si parfait, que chacun comprit que l'âme de la maison avait enfin été entendue. Dans l'obscurité, Lucien laissa tomber une rose blanche sur le piano. Et l'écho, cette fois, n'a pas fait peur. C'était paisible.